Et les amis randonneurs, Éric Laviolette de OCR Ninja Trail and Hiking Tips. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo, très occupé cet été. Je me suis relâché un peu là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur notre chaîne en lien avec la randonnée, dont deux petits films, projets dont je prépare qui va intéresser vraiment beaucoup de monde. Aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé les vidéos sur notre chaîne, vous savez à quel point je suis un ardent défenseur de la sécurité en randonnée et dans tout. Étant un ancien ambulancier, ancien formateur d'à peu près tout ce qu'il y a en niveau premiers soins, ayant fait des évacuations médicales en sentier, avoir intervenu auprès de plusieurs randonneurs et tout ça, ça fait juste encore venir un peu plus renforcer, dans le fond, ma volonté de vouloir transmettre l'importance de la sécurité en randonnée et d'avoir les bons équipements. Donc aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, discuter avec vous, donc c'est un peu une espèce de tendance que je vois sur les médias sociaux actuellement et sur la randonnée en général. Dans ce cas-ci, je dirais que ça se concentre un peu plus sur cette espèce je ne veux pas appeler ça une mode, mais je dis mode parce qu'on en voit de plus en plus sur les médias sociaux actuellement, ce qu'on appelle le ultralight, donc le ultra léger. Donc les gens qui partent sur des très longues randonnées, mais avec le moins d'équipement possible. Ou peut-être pas le moins d'équipement possible, oui, en partie, mais aussi avec les équipements les plus légers possibles. Le but donc est d'être très léger. Par contre, de l'autre côté, ces randonnées-là, souvent, c'est parce que c'est des randonnées qui vont être très longues. Donc, je vais finir par en arriver à un point, suivez-moi dans mon raisonnement. Donc, qui dit ultra léger, dit équipement très léger, dit faire des choix au niveau des équipements, mais aussi, en même temps, on parle de randonnées de longue durée. Randonnées qui sont dans des endroits très remote, donc des endroits éloignés, souvent encore beaucoup plus loin des secours que ce qu'on peut rencontrer ici dans nos randonnées au Québec. Mais tout ce que je dis là, ça s'applique aussi à la randonnée qui n'est pas nécessairement ultralight ou qui n'est pas nécessairement des périodes extrêmement longues. Aussi, avec les durées longues de randonnée, plus la randonnée devient longue, plus vos chances de blessure augmentent. C'est la loi de la probabilité. Plus vous êtes longtemps dans le bois, en milieu éloigné, plus vous faites de kilométrage par jour, plus vos risques de blessure augmentent. Aussi, plus vos risques de frapper des météos non favorables augmentent aussi, que ce soit des températures très élevées, des températures très basses, de la neige, de la pluie, peu importe. Plus vous êtes longtemps, c'est la probabilité, plus ces risques-là vont arriver. Donc, normalement, la logique dicte que plus on est parti longtemps, plus on est isolé, plus on est loin des secours et plus on a de chances de se blesser ou de rencontrer des météos qui peuvent nous porter à être blessés, avoir des coups de chaleur, avoir de l'hypothermie et tout ça. Techniquement, on ne devrait pas être plus léger, on devrait être plus équipé. Et qui dit plus équipé dit automatiquement un peu plus pesant. Donc, en partant, moi, je suis comme un peu contre cette logique-là. Oui, le but d'être léger, je comprends, mais léger jusqu'à quel point et surtout jusqu'à quel prix? Donc, je viens au mon point de la sécurité. On voit beaucoup de gens qui partent en expédition et qui sont très fiers. On en voit énormément sur nos sites les plus populaires au Québec de randonnée et les sites internationaux. Des gens qui vont prendre une belle photo, médias sociaux, de « je pars en randonnée pour 3 mois, voici l'équipement avec lequel je pars ». Et là, au sol, on voit l'équipement. On voit évidemment que l'équipement est très simpliste, très basique. Et ce que moi, j'ai vraiment remarqué qui vient me chercher le plus, c'est que lorsque je regarde la liste de ces équipements-là qui sont au sol, première des choses, les vêtements qui sont apportés sont extrêmement minimalistes. Donc, en cas de blessure,
en milieu éloigné où il y a de la pluie, ça vous arrive en fin de journée, vous restez pris pour la nuit, n'importe quoi. Oui, on peut se mettre dans notre sleeping bag et tout ça, bon, peu importe, mais les vêtements, on ne peut pas marcher qu'un sleeping bag, étant dans un sleeping bag, on peut le mettre sur nous un peu, tout ça je comprends, mais si on est blessé, bon. Tout cela pour dire que souvent les vêtements à porter ne sont pas assez importants pour le niveau d'éloignement où les gens vont être et ce qu'ils pourraient potentiellement avoir besoin en situation d'urgence. Ça, c'est une chose qui est claire. Deuxièmement, l'autre point, je dirais qui devrait être le premier, qui est le plus important, est où sont les trousses de premiers soins. Et là, je parle d'une trousse de premiers soins complète. Si vous ne savez pas ce qu'est une trousse de premiers soins complète pour des milieux éloignés, allez voir une de mes vidéos sur la page. Vous allez voir, il y a une vidéo très claire de quelques minutes sur qu'est-ce que devrait contenir une trousse de premiers soins complète. Et une trousse de premiers soins complète ne pèse pas 100 grammes. Et lorsque je regarde les photos, il y en a qui vont dire « Oh oui, on a une trousse de premiers soins. » Je m'excuse, 3 plasteurs, 2 tampons de désinfectant, puis vos médicaments pour vos affaires, puis 3-4 pilules, c'est pas une trousse de premiers soins complète. Comme je vous dis, j'ai donné des cours, je suis formateur, j'ai été ambulancier, j'ai eu 2 compagnies d'équipement de premiers soins, et avant que vous me convainquiez que ce que je vois dans vos photos est une trousse de premiers soins complète, je pense que malheureusement, le jour n'est pas encore arrivé. C'est clairement pas des trousses de premiers soins complètes. Et comme je le disais, avec tous les risques dans lesquels on se met en allant sur la randonnée multijour, s'il y a une chose sur laquelle on ne doit pas sacrifier, c'est les équipements de premiers soins. Donc, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça va être là, des experts, des gens que ça fait des années qui font ça, qui vont venir me dire « Moi, j'ai jamais eu de problème. » Bien, tu as été chanceux si tu n'as pas eu de problème. Puis d'autres qui vont dire « On n'a pas besoin de ça et tout. » Regardez, vous n'avez pas d'argument. Je m'excuse de vous dire ça. Vous êtes des experts dans la randonnée, peut-être. Je suis un expert dans les équipements de premiers soins, dans la sécurité et tout ça. Et je vous dis que si vous partez en milieu éloigné, avec tout ce que j'ai dit avant du vidéo, et que vous n'avez pas une trousse de premiers soins complète avec vous, vous jouez avec votre vie. Donc, le seul argument que vous avez, c'est d'admettre que vous vous mettez dans une situation dangereuse, mais vous en avez fait le choix. Donc, vous faites le choix de ne pas avoir les équipements requis pour vous débrouiller en situation d'urgence. Si vous les avez, je vous félicite. Vous avez compris qu'il y a un risque et que vous devez parer à ce risque-là. Donc, moi, je compare ça, dans le fond, à conduire un véhicule et ne pas porter sa ceinture de sécurité ou ne pas avoir de ceinture de sécurité dans son véhicule ou ne pas avoir de coussin gonflable ou dire, moi, pas besoin de ça, je vais le désactiver. C'est exactement la même logique. Vous partez, vous n'avez pas les équipements, il vous arrive quelque chose, vous allez avoir un problème. Donc, il n'y a pas à aller plus loin que ça. Et ça, je respecte ça. Si vous faites le choix et vous dites, j'amène pas mes choses avec moi, moi, je n'ai pas besoin de ça, je prends la chance qu'il ne m'arrivera rien, il n'y a pas de problème. S'il m'arrive une merde, je vais appeler les secours. OK. L'autre question. Vous vous battez sur des grammes. Est-ce que vous avez une balise? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de façon sécuritaire, autre qu'un téléphone cellulaire, d'appeler les secours? Si vous l'avez et que vous avez investi sur la balise d'urgence, pourquoi vous n'avez pas investi à avoir l'équipement de premiers soins? Et là, souvent, la question qui arrive et la réponse qui vient avec ça, c'est la réponse de les secours vont venir me chercher. Oui. Ça va prendre combien de temps? En général, le temps minimum pour que les secours se rendent à vous, si vous êtes très près des secours et facilement rejoignable et facilement accessible, c'est au moins 3 à 4 heures. Et je parle par expérience. Si vous êtes en milieu très éloigné et difficile d'accès, vous pouvez attendre des heures et des heures. Donc, exemple,
vous tombez sur un arbre, vous vous ouvrez la jambe et vous avez une hémorragie importante. Vous n'avez aucun équipement de premiers soins pour vous traiter et vous allez devoir attendre les secours pendant des heures. Peut-être que par le temps que les secours vont arriver, vous allez être décédé ou vous allez être dans un état que peut-être vous ne serez pas récupérable ou peut-être que vous allez avoir des complications énormes, peu importe. Et là, on peut parler d'hypothermie, on peut parler de coup de chaleur, peu importe, dépendant de la température à laquelle vous êtes. Et je donne un exemple, vous êtes en hémorragie, vous réussissez par miracle à réussir à contrôler l'hémorragie avec le petit peu de vêtements que vous avez, à faire un petit peu de pression, à essayer, de contrôler ça. Vous allez être en état de choc. État de choc veut dire baisse la température du corps et d'un paquet d'autres facteurs. Et même s'il fait 15-20 degrés, l'hypothermie peut arriver à 15-20 degrés, dépendant des circonstances. Tout est toujours une question de temps. Et donc, c'est la question toujours qu'il faut se poser. Vous devez avoir les moyens de communication, vous devez avoir les équipements et aussi, vous devez avoir la formation. Si vous partez dans des milieux éloignés comme ça pendant des longues périodes de temps, particulièrement souvent ces gens-là, ou peu importe, vous êtes seul, ou même si vous êtes 2 ou 3, c'est encore mieux, vous devez avoir les connaissances, vous devez avoir une formation en secouriste, puis raison de plus, une formation en secouriste en milieu éloigné. Et ça, la trousse de premiers soins et votre formation. Et même que je dirais bien plus, si vous êtes en milieu très éloigné, vous devriez même avoir une formation de base de survie en forêt. Ça, c'est les éléments principaux que vous devriez avoir avant de vous acheter des manteaux à 500$, des pack-sacs à 300$, puis des bâtons à 200$. La priorité n'est pas là. Au départ, la priorité, selon moi, ça doit être votre sécurité. Mais encore là, tout ce que je dis, c'est une opinion. J'ai dit ça pour vous informer, selon mon expérience et selon ce que je vois en général. Et il faut arrêter de penser que les accidents, ça arrive juste aux autres. Tous les gens que j'ai aidés dans beaucoup de cas et tous les cas qu'on voit de sauvetage à date depuis les 2 dernières années qui ont explosé parce qu'il y a encore plus de gens qui font de la randonnée et c'est pas juste des débutants qui se ramassent dans la merde, il y a énormément de professionnels qui se ramassent dans la merde là-dedans et des gens qui sont habitués à faire de la randonnée. C'est trop souvent des gens qui n'ont pas les équipements qu'il faut, qui ne sont pas partis dans les bonnes conditions, qui n'ont pas les bonnes formations, peu importe, c'est de la négligence. Donc, trousse de premiers soins, formation et tout ça, ça devrait être les premières choses que vous devriez avoir. Et ça, je reviens à mon exemple automobile. La formation, c'est d'être capable de savoir comment conduire le véhicule. Et ensuite, d'avoir les équipements à l'intérieur pour nous protéger en cas d'accident. Donc, on dit à quelqu'un, la logique pure et simple, est-ce que tu prendrais le contrôle d'un véhicule pour lequel tu n'as aucune expérience, que tu n'as pas de cours de conduite, et de plus, le prendre en disant, je vais m'en aller sur une autoroute où les chances d'accident sont élevées, et en plus, je suis loin, et de dire, je désactive les coussins gonflables et j'enlève ma ceinture de sécurité. N'importe qui doué de gros bon sens va dire, non, ça ne fait aucun sens. Donc, si ça ne fait aucun sens, pourquoi vous partiriez pendant des jours en milieu éloigné, tout seul, sans aucune formation en premiers soins, sans aucune formation de survie en forêt et sans équipement de premiers soins? Je pense que vous venez automatiquement de répondre à votre question. Moi, je félicite tous les gens qui ont les formations, qui connaissent les endroits où ils s'en vont, qui vérifient la météo, qui ont les cartes, qui connaissent le terrain, qui ne vont pas là seuls quand ils ne sont jamais allés ou qui se sont renseignés au maximum, qui ont les bons équipements, qui vont savoir sur quoi il faut sacrifier et ne pas sacrifier. Je vous félicite. Merci beaucoup. Et l'autre chose qu'il faut considérer là-dedans, c'est qu'à partir du moment où vous dites « moi, je prends le risque », oui, vous prenez le risque de dire « j'ai pas les équipements, les secours vont venir me chercher ». Moi, j'ai été ambulancier, j'ai été secouriste en forêt, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des interventions lorsque moi, j'étais en randonnée. Et là, ce qui arrive, c'est que vous prenez la responsabilité de vos problèmes et vous la transférez à d'autres gens. Et c'est qui les autres gens sur lesquels vous le transférez? Vous transférez ça sur les autres randonneurs qui vont arriver, que vous ne serez pas équipés, qui vont être obligés d'utiliser leur propre matériel de premiers soins pour lequel ils ne seront probablement jamais remboursés, qu'ils vont être scraper leur randonnée
tout ça et qu'eux vont peut-être même se mettre eux aussi en danger, dépendant des circonstances, pour vous porter secours. Et c'est exactement la même chose pour les secouristes qui vont devoir venir vous chercher, qui vont devoir venir vous évacuer. Et ne me dites pas c'est leur job, c'est pas vrai. Leur job, c'est d'aller chercher des gens qui ont eu des accidents et des accidents dans des circonstances où les gens n'ont pas été négligents. Ça, c'est leur travail. Mais d'aller chercher des gens en forêt, en gougoune, en plein milieu du bois, pas d'eau, ou des gens partis pour un mois avec à peu près pas de nourriture, pas de vêtements, pas d'équipement de premiers soins, c'est pas vrai que leur job, c'est d'aller chercher des gens comme ça. Ils vont y aller, mais vous les mettez en danger pour rien. Et là, je vous apprends une autre chose, si vous ne le savez pas, si vous êtes un amateur de randonnée en Amérique du Nord, à date, le Canada, on s'en est sorti. J'espère qu'on s'en sortira pas longtemps, que ça va être la même chose ici au Canada bientôt, mais il y a 10 États maintenant déjà aux États-Unis, de ce que je sais, qui, à cause de toutes ces négligences-là et des frais que ça l'encourt pour aller chercher les gens qui sont négligents, ont passé des lois pour dire quand on va aller vous chercher, il va y avoir une enquête de fait. Et si on détermine dans notre enquête que vous avez été négligent, et là, la négligence est très large. J'ai vu certains articles de loi. La négligence part de ne pas connaître le terrain, de ne pas avoir vérifié la météo, d'être sorti dans des conditions météorologiques qui étaient clairement annoncées d'avance que c'était des conditions, si on veut, défavorable, que vous n'ayez pas les formations, que vous ne connaissiez pas le terrain, que vous n'étiez pas habillé approprié, que vous n'aviez pas vos équipements de premiers soins, que vous n'aviez pas de formation, peu importe, la négligence est très large, eh bien, les petits amis, vous allez recevoir la facture. Et aux États-Unis, ils ne marchent pas au jaune, comme on dit et disait mon père. Vous allez recevoir une facture et ça peut être plusieurs milliers de dollars. Ça peut être des factures de 10, 15, 20 000 dollars. Et si vous me dites, j'ai une assurance, bien, je vais vous expliquer un peu comment les assurances marchent. Les assurances, ça marche, tu payes, et quand c'est le temps pour eux de payer, aussitôt qu'ils ont une porte de sortie pour ne pas vous payer, ils vont la prendre. Fait que même si vous êtes assuré pour des évacuations médicales, si une organisation fédérale ou de l'État aux États-Unis ou dans n'importe quel pays qui ont une loi sur la négligence et que le rapport qui est fait dit que vous avez été négligent et qu'ils vous ont envoyé la facture, est-ce que vous pensez sérieusement que votre assurance va payer quand ils ont un document qui dit clairement que vous avez été négligent? Non, ils ne vont pas payer. Et si vous avez une assurance médicale qui vous couvre à l'hôpital, parce que là, peut-être que vous allez être évacué, mais après ça, si vous êtes blessé sérieusement, ils vont vous envoyer à l'hôpital. Et là, tout le monde sait comment ça coûte dans les hôpitaux aux États-Unis. Et encore une fois, l'assurance qui vous couvre au niveau médical, eux aussi, ils vont regarder ce qui se passe, parce que tous ces documents-là sont accessibles. Et ils vont voir que vous avez été évacué de par votre négligence. Est-ce que vous pensez qu'eux aussi vont payer? Non, ils ne vont pas payer. Donc, à ce moment-là, vous ramassez qu'une facture d'évacuation médicale de 20 000 et peut-être une facture d'hôpital de 25, 30, 40, 50 000 peut-être et plus, pour lequel personne ne va vous rembourser. Et vous allez revenir au Canada avec peut-être une hypothèque de maison que vous allez devoir payer pendant des années sans avoir de maison en bout de ligne. Est-ce que je suis alarmiste? Non, c'est la réalité de la chose. Donc encore là, vous dites, je prends le risque. Prenez le risque. Mais lorsqu'on prend un risque, on doit être conscient des conséquences qui viennent avec. Donc, voilà, c'était ce que j'avais à vous dire là-dessus aujourd'hui. Le but, évidemment, c'est de jamais de taper sur la tête des gens ou de dire que vous faites des choses qui ne sont pas correctes. C'est de vous donner une part de mon expérience, de vous éduquer, de vous faire comprendre que vous pouvez prendre certains risques. Il y a des risques qui sont calculés, mais moi, j'aime pas jouer à la roulette russe. Donc, si j'ai à faire un sacrifice, ça ne sera jamais sur ma formation, sur ma connaissance de la randonnée et des choses que je m'en vais faire, et jamais non plus sur mes équipements. Si je ne suis pas capable de faire une randonnée parce que j'ai 2 livres de plus d'équipement, ben je vais aller m'entraîner avec un pack-sac un peu plus pesant pour être capable de faire ma randonnée et d'avoir avec moi les bons équipements. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné de l'information supplémentaire qui pourra vous aider. Donc, continuez à suivre notre chaîne. Il y a d'autres vidéos super intéressantes qui s'en viennent. Et encore une fois, vous voulez avoir de l'information sur la
trousse de premiers soins et ce qu'elle devrait contenir, regardez, il y a une vidéo là-dessus sur notre chaîne. Évidemment, c'est une trousse qui est très, très, très complète. Il y a certaines choses là-dedans, si vous voulez vraiment aller dans le léger, qui peuvent un peu être éliminées. Mais honnêtement, j'ai essayé de garder ça pour le milieu éloigné à quelque chose qui est le plus petit possible. Puis honnêtement, c'est vraiment pas très pesant. Ma trousse de premier soin pèse peut-être une livre et demie. Donc, je pense pas que pour votre sécurité, une livre et demie va changer quoi que ce soit à votre randonnée. Donc, c'est ça. Merci. C'était Eric. Continuez de nous suivre.